Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Les voix du rocher creux. 1. Lettre à un ami français. Cher ami. Il y a longtemps que j'ai envie de t'écrire. Mon pays est en guerre, et c'est avec terreur que je prononce ce mot qui, dans ma langue maternelle, sonne un peu comme celui qui désigne la mort. Devant la mort, on est impuissant et les mots font place au silence. Mais avons-nous le droit de nous taire devant le mal déchaîné, devant le spectacle presque biblique des souffrances que chaque jour apporte non seulement aux habitants de Sarajevo, mais aussi à ceux de dizaines de petits Sarajevo anonymes, loin des yeux des caméras de la télévision, avec ce scénario diabolique où musulmans, serbes et croates tiennent tour à tour le rôle du bourreau et celui de la victime. Non, je ne suis pas fataliste. Je suis seulement accablé de chagrin et affreusement déçu. J'ai toujours cru à la vocation et à l'avenir de mon pays. J'étais certain que ces peuples pouvaient vivre dans la compréhension mutuelle et dans la tolérance. Je croyais que le temps des morts massives, pour employer la métaphore du poète Ossip Mandelstam, appartenait à un passé révolu. Et maintenant encore, alors que l'histoire cruelle vient de nouveau frapper à notre porte pour nous rappeler les leçons que nous n'avons pas apprises, je suis plus que jamais convaincu de la justesse du propos d'un pacifiste. Dans une guerre, quel que soit le camp qui puisse se déclarer vainqueur, il n'y a pas de gagnant, il n'y a que des perdants. La guerre en Bosnie, cette sanglante guerre civile, lui donne raison. Est-il besoin de souligner que les peuples de Bosnie, que les peuples de toute la Yougoslavie n'ont pas voulu la guerre et ne la veulent pas? Personne n'est assez insensé pour préférer la guerre à la paix. Constatait déjà Hérodote, pour la bonne raison que, en temps de paix, les fils ensevelissent leurs pères, en temps de guerre, les pères ensevelissent leurs fils. Je suis intimement convaincu que la guerre dans mon pays est une erreur tragique. L'erreur fut commise au moment où l'équilibre incertain entre ces peuples a commencé à être rongé par le virus du nationalisme et de la fragmentation ethnique, nourri par la politique xénophobe des leaders nationalistes des anciennes républiques yougoslaves. La seconde erreur tragique fut le fait de la communauté internationale. Au lieu de soutenir les processus démocratiques et les partis de tendance démocrate qui étaient en plein essor après la chute du régime communiste, elle s'est longtemps contentée d'observer en silence, puis, en reconnaissant prématurément l'indépendance des anciennes républiques yougoslaves, elle a renforcé les conceptions nationalistes fondées sur la fragmentation ethnique. On a ouvert la boîte de Pandore et les spectres du passé, repoussés un instant par la dictature communiste, sont réapparus. Maintenant, le virus ronge dangereusement les Balkans tout entiers, ce carrefour de tant de cultures, de religions et de civilisations, et il est urgent de refermer cette maudite boîte et, comme on dit chez moi, de donner 7 tours de clé. Bien sûr, cher ami, toute la question est de savoir comme, et j'imagine que toi aussi tu as déjà essayé de trouver une réponse. Une chose est tout à fait certaine, ce n'est pas en faisant la guerre qu'on parviendra à rétablir la paix en Bosnie. Et surtout pas en ayant recours à une intervention extérieure. L'histoire de la Bosnie, dont le visionnaire Ivo Andrić a dans ses œuvres littéraires, magistralement sondé les profondeurs tragiques, en est la meilleure preuve. Si j'utilisais ces métaphores, je dirais que ce ne sont pas les campagnes de nouveau Omer Pacha Lata qui dénoueront le redoutable nœud bosniaque. Ce qu'il faut, c'est reconstruire les ponts. Andrić a scellé tout son humanisme dans cette métaphore sur la Drina et Zepa et sur toutes les rivières de la haine qui ont séparé les hommes. Georges Clemenceau avait tout à fait raison de dire « Il est plus facile de faire la guerre que la paix ». Et votre président François Mitterrand a fait preuve d'une grande sagesse en répondant aux médias impatients et aux bellicistes qui réclamaient à corps et à cri une intervention en Bosnie qu'il ne faut pas ajouter la guerre à la guerre. C'était la voie de la raison. Refusant la logique de guerre, elle appelait clairement au compromis pacifique. Malheureusement, les dirigeants ne partagent pas tous son point de vue. Par exemple, le président tchèque Václav Havel, dont au demeurant je respecte profondément le long combat pour la démocratie, a déjà appelé par 2 fois à l'intervention militaire en Bosnie. Le philosophe Ivan Svitak, ancien dissident lui aussi, lui a répondu en citant non sans ironie, remarque. J'ai cru longtemps que tous les hommes étaient contre la guerre, mais je suis arrivé à la conclusion qu'il y en a aussi qui sont pour la guerre, surtout si eux-mêmes n'ont pas à la faire. Réellement, cher ami, ce n'est pas du tout d'une aide militaire dont ont besoin les peuples de Yougoslavie, et tout particulièrement ceux de Bosnie-Herzégovine.
ce dont ils ont besoin, c'est d'une alternative qui leur garantisse un avenir paisible et les délivre de la peur de leurs voisins et de la haine suscitée par la propagande nationaliste. Quel sera leur avenir si on les enferme dans le ghetto de République bananière, où le virus de la fragmentation jetterait ses métastases cancéreuses? La seule façon de permettre au peuple yougoslave d'accéder à un avenir de paix, c'est de leur proposer de nouvelles formes démocratiques d'intégration, où leurs différences ethniques, religieuses et culturelles, au lieu d'être un sujet de haine, seraient une source d'enrichissement mutuel. En d'autres termes, leur avenir est dans l'Europe, dans cette communauté européenne des nations où plongent les racines de leur identité culturelle. Aussi, chers amis, demandons à l'Europe de leur rendre l'espoir et de leur montrer toute l'absurdité de cette guerre civile en leur donnant de façon concrète et pas seulement en parole, la possibilité de s'inclure dans le processus d'intégration européenne. Alors que se déchaînent la violence et la destruction, cette idée fait peut-être figure d'utopie. Pourtant, je suis persuadé que de nombreux intellectuels des anciennes républiques yougoslaves, bien sûr ceux qui ont résisté au virus du nationalisme et du séparatisme, partagent ce point de vue. Et je suis heureux qu'il y ait de plus en plus d'intellectuels français pour soutenir cette idée. Ainsi, Jean-Pierre Fey, écrivain et philosophe, propose ce qui est peut-être le meilleur remède contre la maladie de fragmentation ethnique dont mon pays est victime. Je n'ai rien à ajouter ni à retrancher à ces paroles. Le moment n'est-il pas venu pour l'Union européenne, à l'avérir, de contribuer à l'union des peuples, et tout particulièrement de ceux qu'apparentent les cultures et les langues? Et plutôt que de voir les bombes s'ajouter aux obus, de reprendre la courageuse proposition de politique générale qui vient d'être affirmée. Supposons en effet les républiques yougoslaves associées politiquement à l'Union, dans son espace de non-guerre, et reliant ainsi l'Italie à la Grèce. Financer leur reconstruction vaudra mieux que des bombardements, fussent-ils humanitaires ou chirurgicaux. Dans l'espoir que ces paroles de raison et d'avenir l'emporteront sur les passions et les fantômes du passé, je t'invite, cher ami, en tant que Français et Européens, à nous aider à construire ces ponts dont parle Ivo Andrié. Relevons ceux qui ont été détruits et édifions-en de nouveaux pour relier entre elles les anciennes républiques yougoslaves et leur donner à tout accès à l'Europe. S'il faut choisir entre un fleuve de haine et un fleuve de larmes, choisissons plutôt les ponts. Entre la guerre et l'intervention extérieure, optons pour l'Europe. Juin 1993. 2. Une lettre de 1993, un pont DETRUIT en son milieu. On ne peut pas comparer les malheurs. Chacun pense que le sien est le plus grand, dit le proverbe populaire. Pourtant, parmi tous les malheurs que nous a apportés la guerre en Yougoslavie, il en est un qui me semble particulièrement cruel. Dans sa folie, la guerre civile a séparé de force et souvent pour toujours, amis et amants, sœurs et frères, enfants et parents. J'ai moi-même éprouvé le poids de ce malheur. Séparé de mon pays et poursuivi par les images horribles de la mort et du mal déchaîné, j'ai essayé pendant de longs jours, plein de crainte et d'espoir, de prendre contact avec les miens restés en Bosnie, là-bas, derrière la ligne du front, où seule la mort est une réalité certaine et quotidienne. J'ai écrit de nombreuses lettres et attendu secrètement une réponse. Ne fût-ce que pour garder la foi et ne pas perdre espoir. Bien sûr, il n'y eut pas de réponse. Il ne pouvait y en avoir. L'espoir peu à peu a fait place à l'insomnie. Et puis soudain le miracle, une lettre. Elle est arrivée par une de ces nuits, où les cauchemars succèdent à l'insomnie. J'ai tout de suite reconnu l'écriture. Les mots étaient tracés à l'encre d'une main ferme et seul un œil attentif pouvait y déceler la marque d'une sourde inquiétude. Mais le plaisir que j'éprouvais, le même que lorsque je vis pour la première fois il y a quelques années au musée Ivo Andrié, le manuscrit de son roman Le pont sur l'Adrina, s'effaça bientôt devant la déception. La lettre était illisible, comme ensorcelée, pareille au mystérieux cryptogramme d'un alchimiste. Je ne pus déchiffrer que les mots écrits au bas de la dernière page, en guise de signature. « Garde-toi de la haine ». Je me réveillais en nage, incapable de distinguer le cauchemar de la réalité. Ce mystère me tourmentait comme une arête au fond de la gorge. Que venait faire Ivo Andrié dans mon rêve? C'était peut-être, pensais-je en m'efforçant de trouver une explication rationnelle, parce que j'avais depuis longtemps déjà l'intention de commencer la lecture d'un de ces livres qui faisaient partie de ma bibliothèque ambulante. Pourtant,
J'éprouve quelque peine à éclaircir ce qui se produisit ensuite. Et si je ne disposais pas d'une preuve matérielle, je croirais sans doute à un autre épisode de mon cauchemar. En feuilletant ce livre d'Andrié, je tombais sur une lettre. La lettre de mon rêve ? En fait, c'était un récit intitulé « Une lettre de 1920 ». Je n'oublierai jamais ce que je lus alors, en proie à une sorte de fièvre. Maupassant, dans une de ses nouvelles, fait une description dionysiaque du printemps et termine en disant que par des jours semblables à celui-là, on devait afficher partout « Citoyens français, prends garde à l'amour ». Peut-être faudrait-il rappeler aux gens de Bosnie à chaque pas, dans chaque pensée et chaque sentiment, même le plus sublime, de prendre garde à la haine innée, inconsciente, contagieuse. Oui, la Bosnie est un pays de haine. C'est cela, la Bosnie. Et par un étrange contraste, l'on peut aussi bien dire que peu de pays possèdent tant de foi inébranlable et de sublime force de caractère, de tendresse et d'ardeur amoureuse, de profondeur de sentiment, tant de fidélité, d'indéfectible dévouement et une telle soif de justice. Mais par-dessous tout cela, dans des profondeurs opaques, se cachent des orages, de véritables ouragans de haines emmêlées, concentrées, qui mûrissent et attendent leur heure. Cette heure-là a sonné, pensais-je. Et si nous ne faisons rien, les ouragans nous détruiront tous. Je fus incapable d'attendre le matin. Ému et bouleversé par cette lettre qui, dans mon rêve, m'était adressée personnellement, je décidai d'y répondre sur le champ. Plus tard, une fois ma propre missive terminée, je compris que d'une certaine manière, elle contenait toutes mes autres lettres vainement envoyées en Bosnie. Mais cette fois-ci, j'ai davantage espoir qu'elle soit lue. Monsieur Andrié. Si je vous écris, ce n'est pas seulement parce que nous appartenons à un peuple qui, par tradition, préserve le culte des ancêtres. C'est parce que votre esprit, l'esprit de vos œuvres, est toujours vivant. C'est un esprit de paix et de tolérance qui continue de s'opposer aux ténébreux orages du mal et de la haine. Je ne vous parlerai pas de mon propre malheur, ce serait une insulte à la détresse des autres. Il pourrait pourtant servir de cadre pour un portrait du destin collectif de la Bosnie. Disons que ce serait le récit de deux frères qui, par la volonté des maîtres de la vie et de la mort, ont été séparés de force par de nouvelles frontières. Si ce n'était tragique, ce serait risible, une seule mère et deux nations. Je ne vous parlerai donc pas de moi-même. Au demeurant, vous le savez mieux que personne, comme dans la tragédie grecque et ses cohortes de vaincus, tous les destins bosniaques se ressemblent. Car pour utiliser une métaphore chère à notre peuple, dans l'incendie de cette folle guerre civile, ce ne sont pas seulement des arbres qui ont brûlé, c'est toute la forêt. L'un a perdu son enfant, l'autre son amour, un troisième un ami. Et nous avons tous perdu l'essentiel, notre âme et notre patrie. Aussi, en notre nom à tous, au nom de tous les perdants, je voudrais exprimer devant vous mon profond chagrin et ma honte. Honte de ne pas avoir voulu entendre votre mise en garde. Honte d'avoir détruit tous les ponts que vous aviez patiemment édifiés. Honte immense devant votre souvenir profané. Car je le sais maintenant, la première et la plus grande victime de la haine contre laquelle vous n'avez cessé de nous mettre en garde, ô amère ironie, c'est justement vous. Ce n'est que plus tard que notre tour est venu. Désormais, alors que la haine a levé son impôt du sang, que nous reste-t-il à faire, humilier et offenser, sinon reconnaître que nous vous avons trahis? Par ignorance peut-être, mais est-ce que cela excuse notre faute? En vérité, sans que nous en prenions conscience, la guerre en Bosnie a commencé dès avant la guerre. Elle a débuté par un fait symbolique et honteux, la profanation de votre monument dans votre patrie spirituelle, Vichégrad. L'important n'est pas tant qu'il s'agisse de l'œuvre d'extrémistes musulmans, car l'extrémisme est une maladie à laquelle, hélas, les autres peuples de Bosnie n'ont pas échappé. Cet acte sordide du fanatisme, on le voit bien à présent, avait un but précis. Pour parler la langue de la psychanalyse, c'était un parricide symbolique. Le message était passé. En détruisant le monument érigé à celui qui, dans la conscience collective des peuples, incarnait l'esprit de tolérance bosniaque, on proclamait la mort de cet esprit lui-même. Bien sûr, après ce parricide, tout était permis. La destruction non seulement des monuments sacrés, églises et mosquées, symboles de Dieu, créateur du monde, mais aussi de ceux qui croyaient en lui, les meurtres symboliques ont fait place au vrai. À la guerre des symboles a succédé la guerre des peuples. Aujourd'hui, cher Ivo, toute la Bosnie est une cour maudite où de nouveaux Karadjos font la loi. Votre frère spirituel Søren Kierkegaard, dont vous avez un temps partagé les idées,
avait raison quand il parlait de l'éternelle répétition. Seulement en Bosnie, tout, même l'histoire, se répète toujours sous la forme d'une tragédie. Aujourd'hui encore, après tant de siècles, on paie l'impôt du sang. De nouveau on empale des Radisav, les Alioja meurent près des ponts détruits et les Löwenfeld, une fois de plus, cherchent leur salut en fuyant la haine. Aujourd'hui encore, tout comme jadis, des nouveaux Davil et von Mitterer se réconcilient sur le dos de la Bosnie en la brouillant avec elle-même, cette fois encore, bien sûr, au nom du progrès et de la civilisation. Même son Altesse le Sultan, réveillé en sursaut d'un sommeil séculaire, n'a pas perdu l'appétit, et peu importe si son empire s'est réduit à la dimension d'une tente, lui aussi enverrait bien à nouveau Omer Pacha et son Murtad Tabor mettre de l'ordre au pays des ténèbres. Oui, tout recommence point par point de façon terrifiante. Et vos œuvres, lues dans la perspective actuelle, ressemblent de moins en moins à une rétrospective historique et de plus en plus à une vision futuriste. De nouveau l'Occident pousserait bien vers l'Est, l'Orient voudrait s'étendre vers l'Ouest, et la Bosnie est restée la même. Comme toujours, elle n'est ni ici ni là, elle n'est ni à eux ni à elle-même, obstacle sur le chemin perdu en lieux impraticables. Avec les mêmes morts violentes et la même haine séculaire. Seuls ont changé les modes de communication. Au lieu du crieur public, du lacet de soie et du pâle, on communique aujourd'hui à distance avec son prochain, grâce à la télévision, à la Kalachnikov et aux missiles. C'est qu'on est au seuil du XXIe siècle tout de même. À vrai dire, quelque chose d'autre aussi a changé. Comme l'observent les cyniques, la Bosnie aujourd'hui est indépendante. Indépendante de qui ? C'est un paysan de Bosnie, un de ceux qui ont souvent servi de modèle à vos personnages, qui peut-être a donné la meilleure réponse. Indépendante d'elle-même et dépendante de tous les autres. Et tout a été si bien conçu, par les autres bien sûr, comme dans le conte sur la création du monde. On prononce le mot magique, et un nouvel État est né. Bosnie indépendante, est-ce la bonne formule ? Tout cela, cher Ivo, me rappelle irrésistiblement votre récit sur la mère désespérée qui, en cherchant à sortir des ténèbres de la guerre, donna à la fille qu'elle venait de mettre au monde le nom de Leïla, parce qu'on l'avait persuadée que ce nom en arabe signifiait lumière. Ce n'est que beaucoup plus tard, écriviez-vous, quand la guerre fut finie et qu'elles recouvrèrent la liberté, qu'elles apprirent leur erreur. Il s'avéra que ce mot magique, en arabe signifiait en fait ténèbres ou nuit noire. Leïla. Oui, c'est plus qu'un nom symbolique pour notre Bosnie aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, j'écris ce mot avec effroi, mais déjà je songe à ce qui nous attend demain. Et je sais que vous avez encore raison. Il faut courageusement assumer tous les fardeaux que aujourd'hui nous impose, supporter patiemment tous ses caprices et ses cruautés, mais nous devons tourner nos pensées vers les contrées où demain nous attend. C'est de lui qu'il faut tout attendre. En lui que nous devons placer notre espoir, avec la foi inébranlable qu'il sera meilleur que son frère aîné. Oui, bien sûr, vous le savez mieux que moi. Le danger le plus funeste serait de retirer aussi l'espoir à ceux qui ont tout perdu. Car l'homme sans espoir, selon Dostoïevski, n'est plus un être humain mais un monstre. Pourtant, le sceptique se réveille en moi. Comment trouver son chemin dans le chaos ? J'entends encore votre voix, tout notre espoir est de l'autre côté, disiez-vous. De l'autre côté du pont qui franchit la haine. Et soudain, comme vous jadis, j'entrevois l'image symbolique et tragique de la Bosnie. Un pont détruit en son milieu, mais les côtes de l'arc brisé se tendent douloureusement l'un vers l'autre. Je regarde ce tableau, et je sais que c'est seulement quand nous aurons reconstruit ce pont, quand nous aurons franchi le mal et la haine qui nous séparent que purifiés, nous aurons le droit de vous demander pardon. Juillet 1993. 3. Lettre de l'enfer. Peu après la publication du texte, un pont détruit en son milieu, Europe, octobre 1993. Un de mes camarades s'est rendu en Bosnie avec un convoi humanitaire, bien décidé à atteindre la ville où habite mon ami proche SM Markan, dont je n'avais plus de nouvelles depuis le début de la guerre. J'en ai profité pour lui envoyer non seulement une lettre personnelle, mais aussi le texte que je viens de citer. J'ai attendu le retour de mon camarade avec anxiété, en espérant que les malheurs de la guerre avaient, par je ne sais quel miracle, épargné mon ami. Mais les nouvelles que j'ai reçues étaient affligeantes. Mon ami est resté invalide. Une grenade a traversé le toit de sa maison et lui a arraché une partie de la jambe. Cela s'est passé tout au début de la guerre, en plein chaos,
alors que les diverses armées mobilisaient de gré ou de force les civils. Ironie du sort, mon ami a échappé à cette mobilisation, mais ensuite, pendant des mois, il dut se faire soigner dans un hôpital improvisé, lui aussi exposé aux grenades. Pourtant, une fois rétabli, il a décidé de son plein gré de rester là-bas pour se mettre au service de ceux qui souffrent. Je tiens toutes ces informations, naturellement, de mon camarade. Dans la longue lettre, mon ami n'évoque pas ses souffrances physiques. Le connaissant, j'ai compris pourquoi. Il jugeait cela inconvenant au milieu de tant de souffrances. Mais il ne voulait pas et ne pouvait pas cacher ses blessures intérieures invisibles, qui, dit-il, seront longues à guérir. Je considère donc sa lettre comme un cri, une protestation contre le mal auquel il était confronté sans être fautif. Bien sûr, on peut discuter sa façon d'appréhender les choses, qui naturellement est à l'image de ce qu'il a vécu. On peut accepter ou critiquer, mais une chose est sûre. Sa lettre est le témoignage d'un homme qui s'est trouvé infortunément pris dans le tourbillon dramatique de l'histoire, confronté à tous les dilemmes et malentendus qui ont conduit à l'enfer bosniaque, pour reprendre sa métaphore amère. C'est pourquoi je présente cette lettre à l'attention des lecteurs, avec l'espoir que sa publication, en permettant à mon ami de communiquer sa vision de la vérité, l'aidera un peu à retrouver sa foi en la parole humaine. MS, janvier 1994. Enfer, deuxième année du déluge du Rocher Creux. Cher ami, ta lettre à Ivo Andrié, visionnaire auquel je voue moi-même un immense respect, m'a profondément bouleversé. Cependant, je voudrais te dire, excuse-moi si je suis trop direct, que tu as eu de la chance. Tu n'as pas eu à choisir entre le mal et le pire. C'est un choix qui ne laisse aucune possibilité de rester innocent. Tu peux toujours croire au pouvoir des mots. Quant à moi, après tout ce que j'ai vécu, j'ai perdu à jamais toute illusion. Je suis sûr que tu me comprendras. Je ne te fais pas de reproches, je ne t'accuse pas. Ce serait du reste malhonnête. Au contraire, je suis heureux de savoir que toi au moins, par un imprévisible concours de circonstances, tu es resté en dehors de l'enfer bosniaque où nous sommes tous victimes et bourreaux, contraints d'endurer et d'infliger la souffrance. Au spectacle de ces horreurs, de ce mal déchaîné qui dépasse l'entendement, je me rappelle souvent des grandes discussions que nous avions lorsque nous étions jeunes. Et le dilemme que nous posions montre à quel point nous étions naïfs et innocents. Que faire dans une situation où il faut choisir ? Tuer pour fuir une mort probable ou bien ne pas se salir les mains, en espérant que la balle ennemie te manquera ? Je me souviens de ta réponse. Tu citais Baudelaire que tu lisais alors avec enthousiasme en ces termes. En chaque homme à chaque instant deux forces cohabitent, l'une le mène vers Dieu, l'autre vers Satan. Et tu concluais, même en pareille situation il faut tout faire pour que l'emporte ce qui mène à Dieu. À l'époque bien sûr, nous étions loin d'imaginer que moins de 20 ans plus tard, la guerre civile en Bosnie rendrait ce dilemme réel. Et maintenant, après tout ce qui s'est passé, je peux t'assurer que c'était un faux dilemme car dans les situations extrêmes, il se ramène fatalement à sa forme la plus aiguë, tuer ou être tué. Et je n'ai plus d'illusions. Un tel choix dépasse l'homme qui se transforme inévitablement en Satan comme le montrent assez tous ses crimes, puisse-t-il être jugé un jour. Il reste cependant une question à laquelle je ne sais toujours pas répondre. Comment s'opposer aux situations où l'homme est contraint d'agir en démon ? Comment arrêter cet apocalypse qui menace de tout emporter ? J'ai vu la mort de trop près pour croire à la raison humaine. Je suis trop désenchanté pour croire au miracle. La guerre en Bosnie et les circonstances qui l'ont fait naître ont bousculé toutes mes illusions, ma foi en la vérité, en la tolérance et aux idéaux démocratiques. C'est de cela que je veux avant tout te parler, de ce voyage en enfer qui m'obsède depuis le premier coup de feu. De loin, tu as peut-être vu cela différemment. Tu as sans doute raison car de loin on garde la tête froide. Quoi qu'il en soit, je suis convaincu que tu ne mettras pas ma bonne foi en doute. L'avenir dira si j'ai raison ou non. Tu sais que je n'ai jamais été enclin au fatalisme qui malheureusement se développe en ces jours d'apocalypse. Je ne le suis pas plus aujourd'hui, même si je ne peux résister au sentiment étrange qui ne me quitte plus depuis le début de cette sanglante mêlée yougoslave. Le sentiment que notre histoire se déroule comme une tragédie grecque où l'on doit expier les fautes commises par d'autres. On entend souvent dire ici que cette guerre fratricide où Caïn et Abel changent tour à tour de rôle est une sanglante revanche de l'histoire. J'entends d'ici tes commentaires ironiques.
car pour celui qui considère que l'homme est fondateur de l'histoire, une telle pensée n'est rien de plus qu'un radotage fataliste. Je serais sans doute d'accord avec toi, si je n'avais pas vu tant d'horreurs. Mais au point où j'en suis, je ne peux rejeter une telle interprétation sans raison. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.